des événements, les institutions évoluèrent vers l'autonomie, puis vers l'indépendance politique. La vie socio-économique profita quelque peu des retombées des Trente Glorieuses et de la paix. Certaines infrastructures scolaires, universitaires, sanitaires, industrielles et routières furent créées. Le passage nominal aux indépendances, qui se produisit principalement dans les années 60, n'empêcha pas la prolongation d'un impérialisme économique et culturel, d'autant que l'Afrique, après 4 à 5 siècles de régression, de dépeuplement, d'écrasement, d'aliénation, d'extraversion, manquait dramatiquement de cadres supérieurs et moyens et restait donc à la merci des grandes puissances. Contrairement aux peuples de l'Asie et de l'Afrique septentrionale, l'Afrique noire avait pratiquement perdu beaucoup de sa culture et l'estime d'elle-même. De plus, elle accède à l'indépendance politique nominale 12 à 15 ans plus tard que les pays émergents de l'Asie et de... Bon, je raccourcis donc. Actuellement, comme par le passé, les mécanismes économiques établis par les pays aujourd'hui riches et les pays pauvres ou appauvris empêchent l'enrichissement de ces derniers, techniquement sous-développés, concurrence déloyale, le coton, le sucre, prix bas imposés pour les produits exportés comme l'uranium, surfacturation des services et des produits importés, bénéfices rapatriés, non réinvestis sur place, zone franche, addiction introduite, ainsi persiste la pauvreté paralysante, malgré des réussites et des progrès ponctuels, et depuis 2000, de forts taux de croissance à 6%, mais abaissés par la crise et ne profitant qu'à une étroite minorité. L'indicateur de développement humain reste très faible, car il y a souvent croissance sans développement. Stratégie donc proposée, comment réaliser les conditions sans lesquelles il n'y aura pas de développement, ou très lointain. D'une manière générale, il y a lieu de se reporter à l'ouvrage de Charanta Diop intitulé « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire ». Alors, outre l'enseignement de la véritable histoire de l'humanité, la question linguistique est primordiale. Que se passerait-il en France si l'administration et l'enseignement s'exerçaient exclusivement en japonais? N'oublions pas que c'est à partir du XVIe siècle, quand les Européens intellectuels, juristes, religieux, savants commencèrent à utiliser le français ou l'allemand à côté du latin, que l'Europe commença à se développer, lorsque cessa enfin le cloisonnement intellectuel entre le clerc et l'artisan à peu près illettré, selon l'expression de l'historien des sciences et des techniques René Taton. Ce cloisonnement entrave le développement. Le même phénomène handicape les régions d'Amérique latine où les indigènes ou amérindiens sont largement majoritaires. Les pourcentages de doublement et d'abandon scolaire sont très élevés en Afrique. Les habitants instruits dans les différents ordres d'enseignement, technique, secondaire, supérieur, scientifique, par rapport à l'ensemble de la population, sont encore loin de constituer une masse critique à partir de laquelle le développement se réalise. L'enseignement des sciences et techniques, tout à fait essentiel et particulièrement déficient. Or, des lexiques scientifiques et mathématiques existent au Sénégal, par exemple en Wolof. Nous constatons que la Tunisie, les pays scandinaves et asiatiques qui ont réussi, s'instruisent dans leur langue jusqu'au niveau du baccalauréat, tout en apprenant le plus tôt possible une grande langue européenne de communication. Alors, en tenant compte de la situation actuelle de l'enseignement et en tirant les leçons d'un passé récent, cause de l'échec de la Guinée, cause de la réussite de la Finlande, le succès des livres bilingues ainsi que des écoles internationales bilingues et multilingues, il semble judicieux, premièrement, de produire au plus vite des manuels scolaires bilingues, langue européenne, langue africaine véhiculaire ou majoritaire du pays ou de la région, en commençant par les mathématiques et les sciences et par l'enseignement secondaire. Pourquoi? Afin d'obtenir rapidement des cadres moyens bilingues compétents pour l'enseignement primaire, pour l'administration, pour l'économie. Et nous aurons là des éléments capables de faire des synthèses entre le savoir ancestral et les connaissances scientifiques modernes. Deuxièmement, créer dans chaque région administrative un établissement d'enseignement polytechnique mixte et bilingue du niveau du secondaire où seraient enseignées les disciplines les plus utiles au développement, chimie, physique, sciences appliquées, mathématiques, électronique, informatique, sylviculture, agriculture, élevage scientifique et écologique, travaux publics, gestion, programmation, secourisme, éthique, et qui constitueraient des pôles de développement autour desquels les sortants pourraient créer
PMI et des PME très diversifiées. Troisièmement, assurer l'instruction des filles et des femmes autant que celle des garçons et des hommes et une égale participation aux suggestions, aux prises de décision, principalement en matière de législation. Quatrièmement, organiser des associations et des assemblées locales et régionales pour le développement, ces associations étant évidemment mixtes et démocratiques. Cinquièmement, obtenir au niveau international la création d'une Cour internationale de justice économique et par ailleurs une normalisation des politiques fiscales et une réglementation de l'action des banques. Conclusion. Je dirais que la part de l'Afrique dans le commerce mondial est de l'ordre de 3%, mais son potentiel est immense et ses enfants doivent acquérir tous les savoirs, toutes les capacités nécessaires pour exploiter eux-mêmes leurs richesses au profit du développement de toutes les régions et de leurs habitants. C'est d'ailleurs aussi l'intérêt des pays riches qui se plaignent d'un excès de migration. L'Afrique intertropicale n'a retrouvé son chiffre de population du XVIe siècle que vers l'an 2000. Et la répartition de cette population est maintenant complètement déséquilibrée. La grave crise actuelle, née d'une absence de régulation de l'industrie financière, frappe tous les pays du monde, plus ou moins. Cependant, l'Afrique reste un champ d'expansion pour les anciens colonisateurs et pour les pays émergents. Si ses habitants ne s'organisent pas rapidement pour former des cohortes de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens, d'entrepreneurs compétents, plurilingues et consciencieux, ainsi que des hommes et des femmes politiques clairvoyants, responsables et dévoués à l'intérêt général, l'Afrique risque de rester une proie dépecée. 3 pays remarquables, plurilingues et très soucieux de justice sociale devraient retenir notre attention. La Finlande, le Kerala en Inde et la Norvège. Il serait utile de s'inspirer par ailleurs de certains éléments institutionnels des anciennes sociétés traditionnelles de l'Afrique noire, toujours valables, même à l'ère de l'ordinateur, une administration plus incitative que prédatrice,